vous êtes au courant, mais voilà. Donc ça, c'est demain à Nantes. Hop. Alors, nous, je voudrais vous exposer, l'exemple donc de Saint-Magloire. Saint-Magloire, c'est 2 lycées, le lycée Saint-Magloire et le lycée des Vergers, ainsi que le collège Saint-Magloire qui déjeunent tous dans un même endroit, dans une cantine, groupée, qui fait 1 600 repas par jour environ. Donc c'est quand même, un gros établissement, c'est assez conséquent, donc avec toute une organisation interne complexe. Là, je vous ai remis un petit peu le schéma d'organisation des matières. Donc, on voit les schémas des déchets, des vaisselles, propres, sales ou des déchets. Parce qu'effectivement, on doit respecter la marche en avant et toute la règle HACCP, donc pour que les denrées souillées ne soient pas en contact avec, les denrées propres. Donc, nous, on a une organisation avec différents contenants et différents lieux de stockage intermédiaire. Nous, dans cette, cantine, on collecte, 3 lieux. Le 1er, c'est la préparation des repas, la légumerie, donc les petites épluchures de légumes, ce qui peut être, de biodéchets à cet endroit-là, qui sont mis dans des petits contenants plutôt, de récup parce qu'en fait, ils achètent des pots de crème fraîche ou des seaux, donc on essaye de récupérer ces contenants de 5 litres, toujours un peu dans l'optique, 0 déchet, pas besoin de refabriquer des bio-seaux. Donc là, on fait de la récup. Ils ont un lieu de stockage. Ensuite, on a le retour de salle. Donc nous, c'est un self-service. Les élèves peuvent, se servir. Ils ont le droit de venir qu'une seule fois. Donc on remarque qu'en général, ils prennent quand même beaucoup parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir revenir. Et tout ce qui est présenté au self, malheureusement doit être jeté, selon leurs règles, de marche en avant. Ce qui a été présenté, qui est sorti de la chaîne de froid, doit être jeté. Donc là, on a, des plats un peu plus grands qui peuvent être des plats de purée ou des plats chauds, qui sont jetés. Donc c'est des plus gros plats. Donc là, on a besoin de contenants qui ne sont pas nos petits bioseaux, mais plutôt de 40 litres ou un peu plus conséquents. Et notre troisième point de collecte, c'est, la table de tri. Donc en fin de service, quand les élèves viennent avec leur plateau, ils séparent la vaisselle, les biodéchets, les ordures ménagères et le tri pour, de la poubelle jaune, classique. Donc eux font ce tri et là, on a encore donc, notre, poubelle de biodéchets issue de la table de tri qu'on doit ramener en fin de service. Donc, en fin de service, tous ces lieux de stockage intermédiaires sont amenés à, un lieu de stockage final avant la valorisation, qui est le local poubelle. Alors, c'est un peu particulier parce que la cantine, elle est à l'étage. Donc, évidemment, il faut prendre l'ascenseur avec toutes les matières, il faut les déplacer et juste avant d'entrer dans le local poubelle, il y a une petite marche. Donc ça a été conçu, voilà, toujours, on ne sait pas trop pourquoi, mais donc là, il faut bien prendre en compte la manutention nécessaire pour tout le personnel, qui doit, ben, f pour faire passer cette petite marche, ils ne peuvent pas avoir, des bacs de 200 litres, quoi. Donc normalement, c'est 25, kilogrammes limités par personne. Donc on doit bien respecter toutes ces conditions pour que ce soit pas, un poids, mais relativement facile aussi pour eux. Dans le schéma, là, on voit aussi tout au début un stockage intermédiaire qui est dès l'arrivée des produits, peut-être ceux qui ont été abîmés, donc on remarque qu'il y a aussi un gaspillage alimentaire des fois et qu'on évite et que nous, notre but, c'est de le réduire, au maximum. Effectivement, c'est pas notre objectif d'avoir toujours plus de quantité et de matière à composter. Nous, on veut d'abord réduire le gaspillage alimentaire et valoriser ce qui n'a pas pu être consommé. Donc voilà, notre action est toujours, accompagnée d'une sensibilisation, de prévention, avant la gestion de proximité des biodéchets. Donc c'est intéressant, nous on travaille avec, des idées plein la terre, une association partenaire qui fait des interventions dans les écoles pour lutter justement contre ce gaspillage et sensibiliser les élèves. Là, je vous ai remis, une photo, ben, des 3 étapes un petit peu de tri dont je vous parlais. La première en haut à droite, donc avec le bio-seau et les restes de préparation, les feuilles de salade qui sont pas très, très bien, donc des petits contenants. Dans le deuxième, on voit que c'est un contenant plus grand, pour vider des présentoirs, bien plus importants. Et puis en troisième, on voit, la table de tri, donc avec les différentes, entrées, pour les biodéchets ou les autres déchets et une illustration donc pour bien guider les élèves. Ce qu'on remarque, c'est
plus on a une implication des acteurs, que ce soit le personnel de la cantine, les élèves, l'équipe pédagogique, plus notre dispositif va fonctionner. Nous, on a de la chance d'avoir, la personne en charge qui est de Sogérès et qui est vraiment active, qui est directive, qui va un peu aider les élèves, qui les encourage vraiment parce que c'est pas forcément quelque chose, d'inné ou qui fait sens. On se questionne aussi sur, au début peut-être, proposer par volontariat, que ce soit les élèves qui sont volontaires, qui veulent bien le faire et puis au fur et à mesure, ça fait sens et ils sont de plus en plus nombreux à comprendre. Parce que si on force tout le monde dès le début et qu'ils n'ont pas compris l'intérêt de bien trier, et ben, en fait, ça va nous rendre plus difficile la tâche. Donc on voit bien la qualité du tri à la source, c'est vraiment primordial. C'est vraiment la première étape pour que nous, toute la filière, puisse, aller, correctement. Donc voilà, l'accompagnement du personnel est vraiment, vraiment un point important. Les collectes maintenant, les collectes parce qu'effectivement, on a plusieurs types de collectes. Nous, pour Saint-Magloire, on vient collecter avec une remorque parce qu'on a environ, 500 kilogrammes de nourriture. Donc, on ne peut pas le faire, avec, notre âne que vous voyez à droite, César, la star de Dole de Bretagne, avec lequel on fait la collecte plutôt en mobilité douce. Donc des petits commerçants comme l'épicerie doloise, la Biocoop ou d'autres et donc on le fait, avec un âne. Ça crée un petit peu du relationnel, ça attire les habitants, ils se demandent, ils sont curieux et puis, notre objectif, c'est toujours de réduire, notre impact environnemental, donc la pollution liée à nos transports. Voilà. On doit respecter un cadre réglementaire que Pauline a expliqué aussi un petit peu tout à l'heure, qui correspond donc SPAN, c'est les sous-produits animaux donc de catégorie 3 et donc il y a des règles d'hygiène, pour le stockage, le lavage des bacs, le suivi et le transport. Hem, on travaille aussi avec, le réseau collecteur, en mobilité douce qui est en création en lien avec le réseau compost citoyen, pour, faciliter ce cadre et cette possibilité de collecter, heu, en ultra proximité, ces biodéchets. Je voudrais rappeler ici que nous, on est toujours un petit peu en phase d'expérimentation, on fait des tests, chaque situation est unique. Comme vous avez vu tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y avait une petite marche avant le local poubelle. Chaque, cuisine, chaque personnel va avoir ses propres, spécificités. Donc on n'a pas de formule magique pour mettre en place une collecte. À chaque fois, on doit bien faire un diagnostic, voir les conditions et on construit ensemble des solutions. On fait des essais, on fait des erreurs. À Saint-Magloire, au début, par exemple, ils voulaient fonctionner avec des sacs. Ils trouvaient ça beaucoup plus simple que les lieux de pré-stockage soient dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique, on a expliqué que ce n'était pas pertinent pour nous. Pourquoi? Donc, on voulait mettre en place des sacs biodégradables. Cependant, on se rend compte que les sacs biodégradables, malgré qu'ils soient dits être biodégradables, ils ne sont pas toujours aussi biodégradables que ça. Donc, voilà, on fait des essais, on utilise des contenants, on adapte différentes tailles de contenants et on construit ensemble, la bonne méthodologie pour que ça réussisse. La seule méthodologie qui fonctionne et ben, c'est celle qu'on a mis en place, spécifique et qui justement fonctionne pour ce sujet particulier. Alors, là, c'est la valorisation des matières. Donc nous, on valorise toutes les matières en ultra proximité. Notre lieu de valorisation, la composterie, se trouve à 3,5 kilomètres du collège qu'on collecte et c'est un espace qui est dans la déchetterie de Dole de Bretagne, donc en lien avec notre communauté de communes qui nous aide pour, cette expérimentation. C'est donc une plateforme ICPE, installation classée, protection de l'environnement et qui respecte la réglementation avec donc une dalle étanche que vous voyez, un bassin de rétention d'eau, hem, voilà, qui permet de vraiment assurer que les agents pathogènes, notamment ceux des matières fécales qu'on collectait, ne polluent pas, l'environnement. On a un espace dédié qui est séparé pour les matières fécales et cet espace-là pour, les biodéchets. On fonctionne, d'abord avec un système de bacs. On a une soixantaine de bacs, ici sur notre composterie et ensuite en andin. Pourquoi système? Pour réussir à réguler,
plus facilement en cas de petits problèmes, de dysfonctionnement. En petite quantité, on arrive beaucoup plus à pallier, heu, aux premières étapes qui pourraient être difficiles. Nous, au début, on collectait des restes, des épluchures, donc c'était très vert et très facile. Maintenant, on a de la viande, on a, des plats cuits, on a de la purée, on a plein de choses. Donc là, les process sont un peu plus, compliqués. Donc on gère d'abord en petits bacs. On s'assure que l'hygiénisation, la montée en température se soit faite. L'hygiénisation, oui, voilà, c'est quand on monte au-dessus des 80 degrés environ et que ça va vraiment tuer toutes les agents pathogènes ou les petites graines qui sont à l'intérieur des tomates et qui évitent que notre compost mûre, à la fin, il y ait plein de graines qui en sortent. Et donc, on vérifie bien tout ce process via les bacs et ensuite, en andin. Donc ce suivi est fait par un maître composteur, mon collègue, François, qui est actuellement en train de faire la collecte, justement. On est en cours de labellisation pour, ASQA, amendement sélectionné de qualité attestée. Donc c'est un label de qualité qui est reconnu par le monde agricole et qui nous permettrait de, revendre, notre compost à la suite. On aimerait pouvoir revendre en circuit court notre compost. Comme je vous disais tout à l'heure, on collecte par exemple à la Biocoop, on le valorise à 3 kilomètres et l'idéal serait de pouvoir le revendre, dans la même Biocoop auquel on a collecté leurs biodéchets et qu'eux puissent le revendre, aux habitants. Donc voilà, c'est vraiment, un circuit court, le plus court possible et c'est pour ça que c'est vraiment, toujours de la prévention et gestion de proximité. Et bien voilà, j'en arrive à la fin. Vous voyez un petit, logo qui est ici en compost, qui est un autocollant qu'on fournit aux établissements qu'on collecte. Hem Voilà, et puis je vous ai remis la petite affiche d'un événement qu'on a eu la semaine dernière, qui était de Tous au compost. Vous avez peut-être entendu parler de cet événement, national qui est encore en cours, qui était du 25 mars, au 9 avril pour promouvoir un peu partout en France, les initiatives de compostage. Et donc nous, on essaye vraiment de lancer une dynamique, sur notre territoire, de mobiliser différents acteurs. Donc là, on s'est joint à un groupe de mobilité douce pour faire un circuit en vélo et s'arrêter dans toutes les aires de compostage, de nos 6 étapes. Hem et voilà, informer la population, mobiliser et vraiment être source, de dynamisme et d'action. Donc voilà tout ce compost. Je nous ai remis une petite photo de nous 2, les 2 salariés, lors d'une petite collecte qu'on avait faite et puis le logo du tiers-lieu dans lequel, on travaille, qui est la zone des utopies utiles à la transition, à Dole de Bretagne. Voilà les questions après l'intervention de Francis. Merci Rose. Eh ben, on a un peu de temps pour prendre, 1 ou 2 questions. Si vous avez des questions, il y en a pas sur le chat de discussion. Voilà, n'hésitez pas à lever la main. On n'est pas très nombreux, donc on peut prendre, 1 ou 2 questions. Alors, est-ce que vous pouvez j'ai une question. Est-ce que vous pouvez dire à nouveau l'association qui intervient auprès des enfants pour une sensibilisation sur le gaspillage, s'il vous plaît? Alors, c'est Des idées plein la terre, qui sont aussi basés à la ZUT. Des idées plein la terre. Je ne vois pas de main levée. Pas de main levée. Pas de questions. Eh ben, Francis, je te laisse la main alors. Merci Rose. Merci. Oui, il faut que j'arrête. Oui. Là. Alors, là. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ok, merci Rose.
Bonjour à tous. Pauline a bien introduit le sujet d'un côté plutôt théorique. Et puis, Rose, là, vient de nous présenter pas mal de techniques. Donc, moi, je vais m'intéresser surtout au compostage autonome, c'est-à-dire que ce sont les salariés, les usagers d'un site qui réalisent eux-mêmes le compostage au sein d'un établissement. Et je vais voir ça plutôt du point de vue méthodologique et du point de vue humain, ce qui est un peu le plus difficile à bouger. Je suis cofondateur de la SCOP Ezenia, qui est basée sur Rennes. On est 3 salariés et on intervient depuis 2006 dans la gestion de proximité des biodéchets. Donc, on a installé et accompagné plus de 400 aires de compostage partagé, une centaine d'établissements. Et puis, on réalise des études pour les collectivités, pour leur monter des scénarios, pour déployer ce qu'on appelle aujourd'hui la PG-Prox. Donc, on intervient à toutes les échelles, du lombricompostage au compostage domestique, partagé en établissement, dans des jardins, et jusqu'à des mini-plateformes, comme on a vu là sur Dole de Bretagne, sur des mini-plateformes de compostage. Alors, rappel des enjeux, on a vu déjà, mais donc il y a bien sûr tous les enjeux économiques, environnementaux, sociaux. Le mettre du compostage à l'intérieur d'une entreprise, c'est aussi, ça peut permettre aux salariés de reprendre goût à leur travail, avoir du bien-être sur leur lieu de travail, et ça peut les ouvrir aussi au quartier. Et à travers l'éco-exemplarité, à travers les agendas 21, les labels, on peut travailler donc au sein des entreprises. Et bien sûr, on a le côté réglementaire qui a été vu. Donc, le côté réglementaire, on ne va pas insister, mais en 2024, tout le monde doit mettre en place un tri des biodéchets. Donc, il n'y a que 2 solutions. Soit c'est le compostage de proximité, donc on fait directement là où on produit, donc au pied, dans sa maison, au pied de son immeuble, dans son entreprise. Soit on fait de la collecte et c'est traité plus loin. Alors après, il y a un petit peu entre les deux, et c'est pas encore clair juridiquement, mais il y a ce qu'a montré Rose, où on a des mini-collectes et des mini-traitements, et donc on reste dans la proximité, mais légalement, c'est pas tout à fait de la gestion de proximité. Donc ça, on va passer les réglementations qui datent de 2012, de 2018. Donc nous, quand on dit proximité, en fait, on est limité à 1 tonne par semaine. Sinon, après, c'est des grosses plateformes. Et donc, ça veut dire que c'est des gros camions et ça veut dire qu'on va beaucoup plus loin. Donc, Rose reste quand même dans la proximité avec des mini-plateformes. Alors, le compostage en établissement, on fait tout soi-même, comme à la maison. Et donc, c'est vraiment un projet d'équipe. Et donc, ça démarre vraiment primordial. On ne peut pas faire ça tout seul. Il faut démarrer avec une concertation de toutes les parties prenantes. Donc, ce n'est pas la direction qui va imposer un nouveau système, ce n'est pas un salarié non plus, c'est tout le monde, tous les salariés et tous les usagers du lieu. Donc, on va s'ouvrir sur l'extérieur. Ce qu'on va faire, et ça sera exemplaire et intéressant, à montrer à ses clients et fournisseurs qui, à leur tour, pourront faire la même chose. Et ça va peut-être permettre de nouer des nouveaux partenariats avec d'autres partenaires du quartier. Une ouverture sur l'actualité, de la transition, du climat, de l'économie circulaire, la biodiversité. Tous ces sujets sont à fond dans le compostage de proximité. On en fait partie. Donc, pour ceux qui ne savent pas quoi faire au quotidien pour agir pour le climat, pour l'économie circulaire, pour la biodiversité, ils peuvent mettre en place un composteur chez eux. Et on a des labels, on a des agendas 21, on a la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui permet d'inscrire ces projets dans ces cadres réglementaires et qui peuvent financer les projets. Donc, une véritable méthode projet avec un comité de pilotage, des réunions transversales, et puis on va faire un diagnostic et un plan d'action. Donc, le diagnostic, c'est identifier les gisements, mais c'est aussi voir les compétences qu'on a en interne et s'appuyer aussi sur la typologie du site pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et qu'est-ce qui sera le moins impactant sur l'activité source, l'activité d'origine de l'entreprise, qui n'est pas de faire du compostage.
Et donc, s'appuyer sur toutes les compétences internes, faire des sondages, interroger les parties prenantes, interroger les salariés et qu'ils fassent des propositions. Et donc, on va prendre du temps pour co-construire la solution. Comme a dit Rose, il n'y a pas une solution pour chaque établissement, enfin, pour tous les établissements, écoles, hôpitaux, etc. On a autant de solutions que d'établissements. On va la construire ensemble et ça va prendre du temps. Quand on intervient sur des projets scolaires, ça met 2 à 3 ans. Il ne faut pas croire qu'on va régler le problème en une année scolaire. Ce n'est pas possible. Donc, on va prendre du temps, on va laisser mûrir le projet, on va le faire progressivement, les solutions seront adaptées, évolutives, on va faire ça étape par étape, on ne va pas passer du rien à je composte tout. Même pour un particulier qui n'a jamais composté, ce n'est pas évident de passer du jour au lendemain à je fais rien et à je composte tout, y compris viande et poissons. Et donc, on va faire la même chose, on va prendre notre temps pour que tous les gens mûrissent le projet. Les solutions techniques, elles existent. Ça, c'est pas le plus compliqué. Donc, le plus compliqué, c'est de se mettre autour de la table. Donc, il faut vraiment réunir tout le monde autour de la table pour trouver les bonnes solutions. Donc, la technique, je vais passer très vite. On a des solutions avec des composteurs, petits, gros, moyens. On voit en bas des photos de composteurs grande capacité qui peuvent gérer jusqu'à 5 tonnes sur l'établissement. Donc, ça satisfait dans la plupart des cas. On peut passer à des dispositifs plus gros, des chalets de compostage, des pavillons de compostage qui peuvent être fabriqués par des ESAT. Donc là, on est à fond dans l'économie solidaire, sociale. On a plein d'entreprises sur le territoire qui pourraient fabriquer des chalets de compostage. Ils ne le savent pas, mais il faut leur dire que ça existe et que ça peut faire une activité pour eux. Et puis, le matériel, c'est vraiment pas ça le plus important. On peut faire directement sur le sol. Bon, il faut qu'il y ait de la place. Mais on peut faire des mini-plateformes en andin, des mini-andins. On n'a pas besoin de boîte pour composter. Et ça coûte rien. Il faut un peu de place. Donc, les entreprises font un énorme parc. On peut faire ça. Pour ceux qui aiment bien la technologie et dépenser de l'argent, on peut utiliser des composteurs électromécaniques. Donc là, ce n'est pas le même prix d'investissement. Ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il va falloir une pièce pour les accueillir. C'est plus le même travail, mais ça va être quand même du compostage de proximité et ça peut permettre à des entreprises de valoriser leurs biodéchets sur place. Et c'est quand même beaucoup mieux que de les emmener vers un incinérateur. Donc, techniquement, on sait tout faire. La difficulté, c'est de mettre en œuvre. Alors, on l'a dit, et là, j'ai juste une petite diapo pour le dire que, bien sûr, dans notre projet de compostage en établissement, on passera par une première étape à lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc, même méthode, on fait un diagnostic pour savoir quels sont les déchets qui seraient gaspillés, à quel endroit, par qui. Et du coup, on va pouvoir mettre en place un plan d'action ou agir. Et puis, ce plan d'action, eh ben, on va le suivre et on va faire un bilan. Et on est dans une boucle vertueuse qu'on va renouveler tous les ans pour améliorer le système. Donc déjà, bien sûr, réduire le gaspillage. Donc ensuite, l'organisation du projet, ça va être qui fait quoi, où, quand et comment. Donc, il va falloir trouver toutes les personnes ressources qui vont pouvoir participer à la solution qu'on va mettre en place. On va former tous les acteurs avec des fiches protocoles, des livrets d'accueil. On va sensibiliser tous les personnels et les usagers, même s'ils ne participent pas directement, mais qu'ils sachent ce qu'on fait et qu'ils en aient une bonne opinion. On va communiquer à chaque étape tout au long du projet. Alors, il y a le petit côté aussi valorisation, espace vert, on va y venir, jardinage, ça va faire partie du projet. Donc, la répartition des tâches, pour faire un travail d'équipe, il faudra trouver au moins 2 référents pour le site, parce que le pauvre, il ne peut pas être tout le temps là, il a le droit de prendre des vacances. Donc, minimum plusieurs référents, une petite équipe qui peut se faire un planning. Et à chacun ses compétences, donc va falloir trouver quelqu'un pour chaque tâche, de tri, de rassemblement des biodéchets, des apports vers l'aire de compostage, du mélange, des retournements, de la récolte, etc. Donc, on a besoin de plusieurs personnes. On fera donc un tableau
où on mettra en ligne toutes les opérations qui se suivent, de la production des déchets jusqu'à la sortie du compost. Et pour chaque tâche, on a un référent, on a un lieu où ça se passe, on a les moyens à mettre en œuvre, on a la période, est-ce que ça se passe tous les jours, tous les 2 jours, une fois par semaine, une fois tous les mois. Et on peut noter le temps qu'on y passe, ce qui permettra à la fin, une fois qu'on aura fait une boucle, de savoir combien de temps ça nous prend le compostage en établissement. Pour accompagner ces projets, il y a bien sûr la formation. Donc, on forme tous les acteurs de la gestion de proximité, du référent de site au maître composteur. Donc, dans un établissement, il nous faut plusieurs référents de site. Il pourrait même avoir un guide composteur. Et pourquoi pas, pour le maître composteur, il est plutôt sur l'agglo. Donc, le référent de site, il assure le bon fonctionnement du site. Il accueille, il informe le public. Donc, soit c'est un salarié de l'établissement, soit c'est quelqu'un de l'extérieur. On a une journée de formation. Le guide composteur va pouvoir accompagner plusieurs référents de sites qui sont référents dans des établissements, dans des immeubles, dans des quartiers. Et donc, la formation guide composteur, elle dure aujourd'hui 6 jours et elle se finit par un petit travail avec une certification devant un jury national. Et donc, c'est une formation reconnue dans le registre spécifique des métiers. Le maître composteur, il sera à l'échelle d'un territoire, d'une agglo, pour animer, coordonner tout le travail des guides composteurs. Et donc là, on rajoute encore des journées de formation. Et donc, on a un vrai diplôme de l'ADEME, de la gestion de proximité des déchets, qui certifie qu'on a suivi toutes ces formations. Donc, pour revenir à notre projet, il faut qu'on identifie les intervenants, qu'on définisse les rôles et les missions, qu'on mette en place un registre de suivi. Donc, ça, c'est un aspect réglementaire. Il faut qu'on suive le compostage et qu'on puisse savoir ce qu'on a fait. Donc, on va se fixer des objectifs. Est-ce qu'on valorise tout ou une partie des déchets organiques? Dans un premier temps, ce n'est pas toujours possible de tout prendre dès le début, donc on va faire ça progressivement. Donc, du coup, on va mettre en place des consignes de tri qui pourront évoluer et on va faire en sorte d'avoir un fonctionnement sans nuisance. On sensibilise, on liste toutes les actions à mener et on planifie la démarche en définissant les rôles et les calendriers. La mise en place du tri, donc c'est indispensable, c'est l'aspect réglementaire. On ne peut pas faire de compostage si on n'a pas bien trié. Donc, il faudra identifier les lieux, choisir les contenants et faire les transferts. Donc, ça, on a vu avec Rose. Il y a plein de choses techniques à voir à ce niveau-là. Approvisionnement en matière sèche, ça fait partie de la réglementation. On ne peut pas composter si on n'a pas des matières sèches du jardin, des feuilles mortes, des petites tailles de haies, des branchages broyés qui vont équilibrer nos matières de cuisine. Et donc, il faut mettre en place un dispositif de stockage de matières sèches. Le mieux, c'est qu'elle soit sur le site. Donc, dans une école, dans un lycée, dans un hôpital, on a généralement un petit bout d'espace vert qui permet de les avoir. Et donc, on va changer la façon de voir nos espaces verts. Et sinon, il faudra faire venir de l'extérieur. Les outils qui nous permettront de composter, donc on ne les a pas forcément dans les entreprises, donc il faudra penser à avoir des outils accessibles et disponibles pour tous les intervenants. Il faudra peut-être des lieux de stockage des outils. Il faudra une signalétique pour ceux qui travaillent et pour ceux qui viennent visiter. Donc, il faut bien montrer tout ce qu'on fait. Et sinon, par rapport à nos espaces verts, a-t-on affaire à des déchets? C'est toujours la question, non? Ou à des ressources. Et donc là, on voit différents procédés. En haut à gauche, on a une super barrière qui a été faite avec des branches fraîchement coupées. Il n'y a même pas besoin de les broyer, on en fait des barrières. À droite, on ne tombe pas la pelouse, on la laisse au pied des arbres, c'est très bon pour eux. Un gros tronc, on le garde pour faire un banc. Et puis, on fait des haies sèches pour stocker tout l'entretien du jardin et ce qui sont des refuges à biodiversité et puis ce qui évite tout le travail. Après, on peut, dans certaines entreprises pratiques, les copâturages, on peut faire venir une personne avec ses animaux et qui les met dans votre parc. Donc, on a plein d'aménagements pour changer la gestion actuelle des espaces verts, accueillir la biodiversité. Tout ça, ça apportera du bien-être aux salariés. J'ai encore une fois. Ça va?
Alors, je vais vous montrer quelques exemples et puis voir les facteurs clés de réussite. Donc, on a un bon exemple au centre de recherche à l'INRAE en périphérie de Rennes, avec 2 sites qui ont mis en place le compostage partagé. On a fêté l'année dernière les 10 ans, donc on n'a pas beaucoup de sites qui durent comme ça dans le temps. Donc là, c'est un très bon exemple. 200 repas jour, donc la cantine des salariés, 30 à 80 kilos semaine, 3 tonnes par an. Ben voilà, ça tient dans un dispositif de compostage avec 3 bacs. Aujourd'hui, c'est plus le même, c'est d'autres bacs. Ils ont créé leur intranet pour faire leur planning et leur suivi qui s'appelle les Joyeux Composteurs et ils font toutes leurs interventions sur l'aire de compostage en binôme. À gauche, la photo des poubelles. J'aime toujours montrer qu'on a plein de poubelles dans les entreprises et partout dans les rues et on les voit en ce moment. Et on va en enlever beaucoup en faisant du compostage chez soi. Un autre exemple, les Compagnons du Devoir. Donc là, on a un foyer qui accueille une centaine de jeunes qui sont en formation. Et ça fait partie de leur code génétique. En fait, quand ils habitent dans le foyer, là, ils vont travailler à l'extérieur dans la journée, mais ils ont une gâche à faire. C'est-à-dire qu'ils ont tous, chaque semaine, ils ont quelque chose à faire, la vaisselle, le jardin, etc. Et donc, on a rajouté la gâche compostage, ce qui fait que toutes les semaines, il y a un binôme qui s'occupe du compostage. Et donc, le projet s'est fait, comme je vous ai dit, dans la concertation avec l'équipe cuisine, avec tous les jeunes qui sont en résidence pendant une année. Et on voit une toute petite installation, là, schématisée, avec 2, 3, 4 composteurs. Ben, on les voit en haut à gauche, sur une toute petite zone. Il n'y a pas besoin non plus d'un grand espace vert. On peut avoir des installations qui nécessitent très peu de place. Le gisement était plus petit. Donc, implication, formation, partage de connaissances, valoriser le compost. On fait tout ça parce que le compost, c'est une véritable ressource. Donc, organiser des événements pour montrer le résultat obtenu, pour créer des moments conviviaux au sein de l'entreprise pour tout le monde, même ceux qui ne participent pas. Là, on voit, c'est dans une résidence pour personnes âgées. Donc, ça faisait un gros événement. La récolte du compost, montrer que c'est parfait. On voit justement ensuite notre super référent dans un EHPAD qui est le référent composteur d'une petite structure. Et bien sûr, il faut suivre le dispositif, améliorer le dispositif, faire des enquêtes, vérifier que tout le monde fait bien son travail et surtout au quotidien, dans le début de l'accompagnement, intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement. Et pour pérenniser, il faut que le projet compostage rentre dans le projet d'établissement. Il faut qu'il s'inscrive sur les fiches de poste des personnels qui pratiquent, soit en cuisine, soit en salle, soit en d'autres lieux d'activité, faire la signalétique, embellir les espaces de compostage et de gestion des espaces verts et organiser des visites et utiliser le compost. Donc, une opération réussie, c'est des résidents, des personnels, des partenaires qui en sont fiers. C'est une source d'animation, de visite, d'échange. C'est une diminution de la redevance déchets, bien sûr. La plupart des entreprises vont payer, ça va venir. Certains le payent déjà, donc là, ça va diminuer fortement. Image positive de l'établissement, bien-être au travail. On voit, suite au projet, il y a eu une charte de développement durable qui s'est écrite au sein de l'établissement. Et on peut faire un bilan du tonnage composté, des mètres cubes de compost récoltés, du temps d'intervention, des économies réalisées, du nombre de personnes formées, sensibilisées, du nombre de visites et de la satisfaction des personnels et usagers. Voilà, donc le cycle de nos bioressources. On va changer, on va mettre bioressources. Le compost qui retourne à l'alimentation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de projets d'autonomie alimentaire. Donc, on est à fond en amont pour nourrir. Merci, Francis. On est maintenant à un temps de questions et d'échanges. Alors, n'hésitez pas à rallumer vos caméras. Et puis, peut-être prendre quelques questions
pour Rose et Francis. J'avais une question, que ce soit pour l'un ou l'autre. Nous, on a beaucoup d'établissements qui sont livrés par une cuisine centrale, donc c'est beaucoup de plats déjà préparés. Il n'y a pas vraiment de collecte en légumerie ou quoi. Donc ça va être beaucoup de plats en sauce, notamment avec de la viande, des fois, ou du poisson. Et dans ce cas-là, enfin, j'imagine ni l'un ni l'autre, vous collectez pas du coup ces plats-là. Enfin, du coup, est-ce qu'il y a une solution où du coup tous ces plats en sauce finissent quand même dans la poubelle d'ordures ménagères ou voilà, c'était. Ça va au compost. On a Ouais. fait plein de collèges, lycées, groupes scolaires qui sont servis par des cuisines centrales. Donc, on n'a pas les épluchures, on n'a que les restes de repas et tout est compostable. Bah après, nous, ça a été fait dans certains établissements, mais il y a eu des rats qui sont venus du coup et qui ont pu déranger les résidents. Oui, oui, mais tout est compostable en prenant le temps, comme on vient de voir, avec une méthode qui fait participer tout le monde, qui explique étape par étape. Et souvent, la première étape, OK, on prendra que les entrées, donc on peut avoir la sauce vinaigrette sur les betteraves, c'est pas gênant. C'est sûr que avoir des énormes quantités de bœuf bourguignon avec plein de viande en sauce, c'est pas facile à composter quand on n'a jamais composté. Donc, ça se fera pas le premier jour, mais ça se fera la deuxième année. Ok, mais du coup, si c'est bien fait, il n'y a pas forcément de nuisibles. Il n'y aura pas plus de nuisibles. Dans tous les cas, si c'est bien fait, bien aménagé et que le site est propre et fréquenté, les rats, franchement, sont rarement là. Ça arrive, mais c'est pas tous les jours. Ok, merci. Oui, pour compléter, nous aussi, le collège Saint-Magloire, c'est donc Sogérès, un sous-traitant de Sodexo, et c'est aussi une cuisine centrale. Ils sont livrés, c'est des plats en sauce, c'est des purées, c'est plein de choses, et c'est ça qu'on collecte, effectivement, qu'on arrive à collecter et à valoriser. Ok. Après, la question est pertinente parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si on fait du compostage autonome en établissement, on doit tout prendre. Non, on doit tout trier. Ça, c'est obligatoire. Et par contre, moi, j'invite, si on ne peut pas tout prendre parce qu'on a peur de la viande et on a peur de plein de choses, ben, on prend déjà que les entrées et que les desserts. Et puis, on y va progressivement. On verra après, en incorporant de temps en temps le reste, on verra ce qui se passe. Donc, par contre, vous êtes obligé de faire le tri. Et ça vous fait un surtri. Il y a le tri qui ira dans le compostage et il y a le tri qui partira en collecte avec Rose. Mais on peut faire les deux. D'ailleurs, à l'INRAE, ils ne mettent pas la viande. La viande, ils ont une filière et ça part en méthanisation. Ok. Mais c'est plus compliqué. Donc, il vaut mieux sur des petits gisements inférieurs à 5 tonnes, quand ça tient dans des composteurs. C'est quand même plus simple de tout mettre dans les composteurs et il n'y a aucun problème. Mais on peut le faire en 2-3 ans s'il faut. Et quand vous dites que c'est obligatoire de faire le tri, ça veut dire que on peut pas mettre la viande. Enfin, de toute façon, la viande, elle repartira derrière dans les Rien endroits. ne doit aller aux OM. Donc, vous aurez une partie que vous compostez pour le plaisir. C'est pédagogique et c'est le plaisir pour vous. Et par contre, l'autre partie sera collectée, mais ça ne sera pas le même prix. La collecte va forcément vous coûter très cher. Je peux juste intervenir? Oui, juste peut-être, Oui. pour ceux qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça, on va pouvoir organiser les prises de parole. Je vous laisse la parole. Voilà, juste une petite précision. Donc, je suis Xavier Crézé, je suis responsable des activités de Émeraude Idée à Lannion, où on vend, j'ai reconnu un peu nos composteurs. On travaille depuis maintenant plus de 5 ans avec l'INRAE, où on a fabriqué une Émeraude Station. Donc, cette machine sert à traiter les biodéchets, les déchets de restauration, soit les déchets issus de la préparation des repas ou ceux de la part résiduelle qu'on va retrouver après le repas. Donc, cette machine a une capacité de traitement de 10 tonnes de déchets entrants par an. Elle réduit de 80% le poids et le volume des déchets. La transformation donc, du déchet en pré-compost se fait dans une phase de 15 jours. 2 mois plus tard, on a un compost qui est utilisable une fois qu'il a maturé. Donc voilà, aujourd'hui, on en a plusieurs. On en a à peu près une quinzaine en fonctionnement en France.
Notamment, on en a sur l'emballe, etc. Donc voilà, si vous avez aussi des besoins, puisque j'ai de plus en plus de demandes justement sur les sites, comme vous dites, en apport, je dirais entre guillemets, ce ne sont pas des apports volontaires, hein, puisque ce n'est pas une machine qu'on laisse ouverte à tout public, mais sur des centres bien dédiés, on peut récupérer justement ces biodéchets. Donc voilà, c'était une petite information que je voulais faire au passage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres prises de parole? Oui, bonjour. Je suis Claire Cariou, donc je suis cofondatrice et coordinatrice de l'association Côte Waste. Nous, on est basé dans le sud Finistère, on est spécialisé sur la réduction des déchets à la source. Et parallèlement à ça, je suis formatrice de la formation professionnelle, toujours sur la réduction des déchets. Oui, c'est pour... Est-ce que vous nous entendez, Claire Cariou? On a été coupé. Non, je ne la reçois plus. Peut-être le temps qu'elle se reconnaisse, est-ce que d'autres souhaitent prendre la parole? Peut-être pour ceux qui sont en gestion d'établissement, quelles sont peut-être les difficultés que vous rencontrez ou les appréhensions que vous avez? Vous devriez partager. Donc, ce que je vous ai présenté, et on le rajoutera dans les ressources de la CRES, là, l'ADEME avait fait en 2012 un guide du compostage autonome en établissement, et on est en train de retravailler dessus. Il va sortir un nouveau guide l'année prochaine pour bien montrer tous ces aspects méthodologiques et facteurs clés de succès. Parce que c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place, surtout quand on n'a jamais composté. Je ne vois pas de caméra allumée. Je ne sais pas s'il y a des souhaits de prise de parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes et qui sont en gestion d'établissements de restauration collective? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore ici ce temps de partage sur la gestion de proximité des biodéchets pour les établissements. Peut-être quelques éléments sur les suites. Alors, si j'arrive à repartager mon écran. Sur les suites, donc là, je prends la casquette de Laetitia sur les suites du cycle sur la restauration collective. Je repartage mon écran. Donc, les prochains rendez-vous. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Donc, les prochains rendez-vous, donc, il y aura une visite sur la sensibilisation des consignes, des convives et la réduction du gaspillage alimentaire, donc, prochainement, qui sera mis en place par Laetitia, et ensuite une formation sur les alternatives aux protéines animales pour accompagner l'introduction de menus végétariens dans la restauration collective. Est-ce qu'il y a déjà des dates, excusez-moi, il y a déjà des dates d'identifier ou pas pour ces deux? Non, elle ne m'a pas communiqué de date pour ces visites. Ok, ça marche, merci.
Et le nouveau cycle qui va commencer sur la sobriété énergétique, et donc le programme devrait sortir en avril, voilà, avec le même principe qui a été adopté l'année dernière sur la restauration collective durable, des visites, des temps d'échange, des webinaires organisés tout au long de l'année. Et puis, je vous enverrai, enfin, Laetitia vous enverra tous les documents qui ont été présentés aujourd'hui. Le replay sera mis en ligne aussi sur le site de la CRES. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, qui sont adhérents à la CRES, je vous invite à l'AG le 25 mai à Guingamp. C'est l'occasion de rencontrer tous les adhérents de la CRES. Et vous avez les coordonnées de Laetitia, si vous voulez en savoir plus sur les différentes actions mises en place sur les démarches de progrès pour la transition écologique et énergétique. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je propose de clore ici ce temps d'échange. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au Merci. À tous. Au revoir. Ok.